Bonjour à tous, je suis Sébastien Longo. Ma thèse réalisée à l'Institut Louis Malardé, sous la direction du docteur Chinin, s'intéresse donc à la microalgue ciguatérigène Gambiardiscus polynesiensis et à l'effet de son origine géographique et de son âge sur sa production toxinique. Les travaux présentés ici ont été obtenus après une mobilité de 3 mois réalisée à l'Ifremer de Nantes, au laboratoire Phycotoxine, où travaille mon co-directeur de thèse, le docteur S. Tout d'abord, quelques rappels concernant ce qu'est la ciguatera. C'est une intoxication alimentaire liée à la consommation de produits de la mer, poissons ou invertébrés marins, contaminés par des biotoxines marines, qui sont les ciguatoxines, produites par cette microalgue Gambiardiscus. Avec des phénomènes naturels ou d'origine humaine, on peut avoir une prolifération de cette microalgue dont les toxines vont bioaccumuler le long de la chaîne alimentaire jusqu'à atteindre l'homme au sommet de cette pyramide. La symptomatologie de la ciguatera est assez complexe, avec une multitude de symptômes et parfois des formes chroniques dans plus de 20% des intoxications. C'est heureusement une intoxication très faiblement mortelle, mais pour laquelle il y a une absence d'immunité acquise et de traitement spécifique et efficace. Avec 348 cas déclarés en 2018, c'est un problème de santé publique majeur en Polynésie, d'autant plus lorsque l'on connaît la forte dépendance des populations locales aux ressources marines. Concernant la microalgue incriminée, Gambiardiscus, c'est un dinoflagellé unicellulaire, benthique, qui est capable d'efflorescence, c'est-à-dire de se multiplier rapidement et massivement et de produire à cette occasion plusieurs familles de toxines, dont les ciguatoxines responsables en partie des intoxications. Ces espèces de Gambiardiscus sont actuellement décrites et 7 d'entre elles sont retrouvées en Polynésie, notamment l'espèce polynesiensis, qui est l'espèce la plus toxique connue à ce jour et qui est présente dans tous les archipels de Polynésie. Les ciguatoxines regroupent un ensemble de molécules qui sont classées selon les 3 régions d'endémicité de la ciguatera. Vous avez tout d'abord les ciguatoxines originaires du Pacifique, qui représentent le plus grand groupe. Viennent ensuite les ciguatoxines originaires des Caraïbes, puis celles que l'on retrouve dans l'océan Indien. Il faut savoir qu'une partie de ces ciguatoxines sont directement retrouvées dans la microalgue, c'est celle que vous avez en surbrillance jaune, tandis que les autres ciguatoxines sont principalement retrouvées soit dans les chairs ou les viscères des produits contaminés. Une notion importante à connaître sur ces ciguatoxines, c'est qu'elles n'ont pas toutes le même potentiel toxique. En effet, l'EFSA, qui est responsable de la sécurité alimentaire en Europe, a défini un facteur que l'on appelle le Toxicity Equivalency Factor, qui associe pour chaque ciguatoxine un facteur qui, lorsqu'il est plus élevé, décrit une ciguatoxine qui est fortement virulente et puissante. Donc il est très important en termes de gestion du risque ciguatérique de connaître à la fois les quantités de toxines produites par Gambiardiscus, mais également de s'intéresser à ce que l'on appelle les profils toxiniques, c'est-à-dire à l'identité des différentes ciguatoxines qui sont produites par ces espèces. Il faut savoir qu'à la base, la toxinogénèse de Gambiardiscus est relativement complexe, avec une variabilité de production toxinique entre les espèces de Gambiardiscus. Vous avez par exemple ici la souche polynesiensis, qui peut produire jusqu'à 20 fois plus de ciguatoxines par rapport à des souches comme Toxicus ou Australes. Cette variabilité de production toxinique existe aussi à l'intérieur d'une même espèce. Vous pouvez avoir des souches originaires d'un même archipel qui présentent des productions toxiniques relativement différentes, comme c'est par exemple le cas ici entre la souche RVVRF2 et la souche TB92, toutes les deux originaires des Australes, mais qui présentent une toxicité d'un facteur 6 entre ces deux espèces. Donc dans un premier temps, on propose de s'intéresser à comment le risque ciguatérique associé à la prolifération de Gambiardiscus polynesiensis varie d'un archipel à l'autre. Dans un deuxième temps, nous nous sommes aussi intéressés à la variabilité de cette production toxinique en fonction du stade de croissance de ces cellules, car plusieurs études ont déjà montré qu'en fonction du stade de croissance, on peut avoir une variation de la production de ces ciguatoxines. Comme vous pouvez le voir sur cette étude menée en 2009, on a une production de ciguatoxines plus faible lorsque les cellules sont cultivées une dizaine de jours et qu'elles ont atteint ce qu'on appelle une phase exponentielle de croissance. Et lorsque ces cellules sont cultivées 10 jours supplémentaires et qu'elles atteignent une phase stationnaire de croissance, elles ont une production en ciguatoxine toujours significativement supérieure à celle obtenue en phase exponentielle. Cette différence de toxicité s'explique par le fait que les ciguatoxines sont des métabolites secondaires, c'est-à-dire des molécules qui sont synthétisées majoritairement par les cellules
une fois qu'elles ont assuré leur survie et qu'elles ont atteint une biomasse suffisante. Donc pour notre étude, nous nous proposons de procéder à 2 phases de récolte. Une lorsque les cellules ont atteint la phase exponentielle de croissance après 8 jours de culture, et une autre 10 jours plus tard, lorsque les cellules sont en phase stationnaire. Concernant la détection ensuite des ciguatoxines, il faut savoir qu'il y a 3 tests qui sont majoritairement décrits dans la bibliographie. 2 d'entre eux sont réalisés en routine au laboratoire ici à Papeete. Le premier, le test CBAN2A, qui va permettre de mesurer la toxicité de nos échantillons directement sur des cellules vivantes que l'on appelle les neuroblastomes. Et le second test, le FRBA, qui lui va mesurer la capacité des ciguatoxines à se lier sur des récepteurs spécifiques. Ces 2 tests permettent de détecter, de quantifier une toxicité globale de nos échantillons, alors que le 3e test, qui lui est utilisé en routine à Nantes, va permettre en plus d'identifier les différentes ciguatoxines qui sont présentes dans les échantillons. Et donc le choix d'un laboratoire de s'orienter vers l'une ou telle de ces méthodes va surtout dépendre de son objectif, si c'est un objectif de recherche ou de sécurité sanitaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on assiste à une difficulté dans l'interprétation et la comparaison des résultats entre laboratoires. Et c'est pour ça que nous proposons dans un 3e point d'étudier les niveaux de corrélation des quantifications obtenues à l'aide de ces 3 méthodes. Donc pour répondre à ces 3 objectifs, 4 souches de Gambiardiscus polynesiensis ont été sélectionnées en fonction de leur archipel d'origine. Et donc vous avez une première souche qui est originaire des Marquises, une deuxième des Tuamotu, une troisième qui proviendra de Reivave aux Australes, et la dernière de Mangareva au Gambier. Et cette sélection s'est appuyée sur le fait que l'on a un statut ciguatérique très contrasté depuis ces dernières années entre ces 4 archipels. Les cultures sont ensuite cultivées en batch, c'est-à-dire dans des Erlenmeyer contenant 200 ml d'eau de mer, pour laquelle on a légèrement enrichi en milieu nutritif avec un ratio azote-phosphore relativement précis de 24:1. Les cultures sont ensuite incubées à 26 degrés, c'est une température de confort physiologique pour ces microalgues, le tout sous une photopériode de 12 heures de lumière pour 12 heures d'obscurité, et à une régulation du pH à 8,4 qui correspond au pH moyen naturel des lagons polynésiens. Ensuite, une fois les cellules récoltées aux différents stades de croissance, vient l'étape d'extraction des ciguatoxines. Pour cela, on utilise tout d'abord plusieurs solvants comme le méthanol et l'eau pour obtenir ce que l'on appelle un extrait brut qui est directement analysable en LC-MS. Ensuite vient une seconde étape de purification afin d'éliminer certaines molécules qui ne sont pas des ciguatoxines et qui pourraient perturber les analyses obtenues ensuite en CBAN2A et FRBA. Pour quantifier ensuite les ciguatoxines présentes dans nos échantillons, on a besoin de ce que l'on appelle un standard de ciguatoxine, c'est-à-dire une solution à haut degré de pureté d'une ciguatoxine qui, dans notre cas, s'appelle la ciguatoxine PCTX3C. Et lorsque l'on utilise une gamme de dilution de ce standard pour calibrer nos tests, on peut arriver à estimer la quantité de ciguatoxine dans nos échantillons. Et c'est pour cela que vous verrez que tous les résultats présentés ensuite sont exprimés en équivalent PCTX3C par cellule de Gambiardiscus polynesiensis. Donc si l'on regarde tout d'abord la toxicité obtenue en fonction des souches et de leur stade de croissance, on peut remarquer premièrement que la souche des Tuamotu, la Rang SC4, s'avère la souche la moins toxique par rapport aux 3 autres, et à l'inverse, la souche des Marquises NHA4 s'avère la souche la plus toxique, même si la différence de toxicité avec la souche des Gambier RIC7 n'a pas été significative. Deuxième point, on remarque que les quantifications de ciguatoxines observées en phase exponentielle, donc les valeurs en rouge, sont toutes inférieures à celles obtenues lorsque les cellules ont atteint une phase stationnaire de croissance. Et en général, on a un différentiel de quantification en moyenne de 25%. Maintenant, si on s'intéresse au profil toxinique obtenu grâce à la LC-MS de Nantes, vous avez ici l'illustration sous forme d'un chromatogramme, c'est-à-dire que vous avez en abscisse un temps en minutes et en ordonnée une intensité des différentes ciguatoxines. Il faut savoir que quels que soient les échantillons testés, donc quelle que soit la souche ou son stade de croissance, on a toujours retrouvé une dizaine de ciguatoxines, avec les ciguatoxines les plus polaires, donc c'est-à-dire celles qui ont des groupements OH les plus nombreux, qui sortent en début d'analyse, et les ciguatoxines les moins polaires en fin d'analyse. On a une dominance toujours de la PCTX3B, suivie ensuite de la PCTX3C. Et ce qui va varier d'un échantillon à l'autre, c'est son abondance relative.
C'est ce qui vous est représenté ici, où vous avez le pourcentage de chacune de ces ciguatoxines en fonction soit des souches, soit de leur phase de croissance. Et ce que l'on observe tout d'abord, c'est que la proportion de PCTX3C, c'est la ciguatoxine représentée en rouge, est relativement constante quels que soient les échantillons, et elle représente toujours un tiers du profil toxinique. Et en revanche, ce profil toxinique va être beaucoup plus diversifié lorsque les cellules ont atteint leur phase stationnaire de croissance, avec une augmentation en proportion des ciguatoxines, notamment des ciguatoxines les plus polaires. Ensuite, concernant les quantifications obtenues avec les trois méthodes, malgré des principes extrêmement différents entre ces méthodes, on arrive à des quantifications relativement similaires, et avec la corrélation la plus probante entre les deux tests réalisés à l'Institut, où le R carré, vous voyez, atteint jusqu'à 0,96. Donc en résumé, nous sommes bien en présence en Polynésie française d'une variabilité intraspécifique de toxicité, que ce soit quantitativement ou qualitativement parlant. Et donc comment ces résultats peuvent-ils être valorisés, notamment dans les suivis de gestion et les programmes de gestion du risque ciguatérique? Tout d'abord, ces résultats peuvent permettre de comprendre les dynamiques de population de Gambierdiscus en Polynésie. En effet, la production d'une telle variété de ciguatoxines pourrait permettre à Gambierdiscus de lui conférer un avantage contre les pressions de compétition et de prédation dans son milieu naturel. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'allélopathie. C'est ce qui vous est représenté sur ce schéma ici. C'est-à-dire que sous l'action d'un stress, comme par exemple une modification du rapport azote-phosphore dans l'eau, la microalgue est capable de stimuler la production de molécules particulières, comme par exemple les ciguatoxines, pour perturber la croissance des autres microalgues environnantes. Plusieurs études l'ont déjà montré, où une espèce de Gambierdiscus, l'espèce Toxicus, est capable d'inhiber la croissance de certaines microalgues, comme Coulia et Ostreopsis. Et donc la connaissance des profils toxiniques propres à chaque espèce de Gambierdiscus, alliée à la compréhension du rôle écologique de chacune des ciguatoxines retrouvées dans leur profil toxinique, permettrait de mieux comprendre les schémas de distribution de ces espèces à l'échelle du globe. Deuxièmement, ces résultats peuvent aussi permettre de comprendre les phénomènes de bioaccumulation des ciguatoxines dans la chaîne trophique. En effet, je vous le rappelle, nous avons trouvé que les cellules qui arrivaient en phase stationnaire avaient tendance à produire davantage de molécules polaires, de ciguatoxines polaires. Or, nous avons une hypothèse comme quoi ces dernières sont plus facilement absorbables par la barrière intestinale des poissons, et donc ces molécules-là pourraient être plus facilement bioaccumulables le long de la chaîne alimentaire, jusqu'à se retrouver dans les poissons herbivores ou carnivores. Et donc le profil toxinique retrouvé dans les poissons pourrait dépendre directement du profil toxinique des populations de Gambierdiscus inféodées aux zones de pêche. Et donc ces résultats permettraient de comprendre pourquoi un poisson est jugé impropre à la consommation dans un site de pêche, alors qu'il est parfaitement comestible dans un autre site de pêche. Puis finalement, ces résultats peuvent également être valorisés sous la forme de programmes en recherche et développement, parce qu'on assiste depuis les années 2000 à une extension de la ciguatera vers les régions tempérées, d'où une multiplication des programmes de surveillance de la ciguatera. Et donc les laboratoires sont de plus en plus en demande de standards de ciguatoxines pour calibrer leurs tests et quantifier les ciguatoxines retrouvées dans le phytoplancton de leur région. Or, actuellement, il y a un seul standard disponible sur le marché, c'est la ciguatoxine PCTX3C. Et c'est pour cela que le centre Ciguaprod, qui va ouvrir prochainement à Paea, propose de produire en masse les ciguatoxines les plus demandées par les laboratoires à partir de cultures hypertoxiques de Gambierdiscus polynesiensis. Et donc mes résultats permettraient d'identifier les souches phytoplanctoniques comme étant les meilleures candidates pour répondre à un tel exercice. Et finalement, un autre point qui peut être abordé durant cette thèse, ce serait l'étude de comment jouer sur les facteurs de culture des cellules pour modifier ce profil toxinique. En effet, on propose d'étudier l'action du pH et de la source en nutriments pour modifier à façon le profil toxinique de Gambierdiscus et de l'orienter vers les ciguatoxines, vers la production de ciguatoxines les plus recherchées par les laboratoires. La sélection de ces facteurs n'a pas été sélectionnée au hasard, car elle permettrait également de répondre à l'interrogation concernant la réponse de Gambierdiscus à des facteurs caractéristiques du changement global. Et enfin, on se propose également de pousser plus en avant l'effet âge déjà démontré,
en rajoutant un troisième stade de croissance qui est le stade de sénescence des cellules qui est obtenu à 30 jours. Tout ceci également dans le but d'orienter la production des ciguatoxines vers celles les plus demandées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Sébastien, merci pour avoir respecté le timing avec une grande précision. Alors, nous avons donc 10 minutes de questions, de discussions. Oui, première question. Merci pour ta présentation. Alors juste une petite remarque avant de poser une question. Là, tu as parlé de bioaccumulation. Je pense que en fait tu parles de bioamplification. La bioaccumulation c'est un peu différent. Alors ma question, tu as évoqué les notions d'allélopathie. Est-ce que là j'ai entendu que tu allais travailler sur le pH, etc. Est-ce que tu envisages de faire des co-cultures? Je veux dire par là, est-ce que la polynésiensis, en co-culture avec Toxicus par exemple, est-ce que tu peux imaginer que ça soit un facteur de modification, enfin de variation de la toxicité, de la quantité de molécules émises, etc. En fait, ça pourrait être un sujet de thèse ou un sujet de post-doctorat à part entière parce qu'il y a tellement de travaux à faire dessus. En fait, on pourrait procéder à des co-cultures en mettant une souche de Gambiardiscus en présence d'autres microalgues qui n'appartiennent pas à Gambiardiscus. Vous pouvez voir si cette co-culture permettrait une stimulation de la production de ciguatoxines. Donc là, ça serait un premier point. Mais on pourrait aussi réaliser des co-cultures de différentes souches de Gambiardiscus et voir si également elle ne produirait pas certains métabolites secondaires. Je pense notamment aux acides gambiériques, c'est une autre molécule, comme quoi il est démontré que cette dernière pourrait stimuler également la croissance des Gambiardiscus lorsqu'elles sont mises ensemble. Dans le cas de cette thèse, je ne ferai pas de co-culture, mais ça pourrait être une perspective ensuite de recherche supplémentaire. Je voulais te demander, là, j'ai retenu, tu as évoqué le fait que Gambiardiscus pouvait inhiber la croissance de Ostreopsis. Quel est le mécanisme selon toi? Ce seraient les ciguatoxines qui sont des neurotoxiques puissants qui du coup pénétreraient dans les cellules et perturberaient leur métabolisme. D'accord. C'est pas un effet de compétition sur les nutriments, quoi? Non, je pense pas. D'accord. Et puis j'ai noté aussi que c'était plus la Polynésie française, mais la Polynésie européenne. Une autre remarque, une question? Une question de candidat. Tu as parlé un moment de panorama cigatérique contrasté entre les quatre archipels, mais sans dire beaucoup finalement comment ça se traduit en termes de virulence de la toxicité, en termes d'espèces affectées, comment ça se traduit en fait? En fait, il y a plusieurs termes à maîtriser. Oui, vous avez d'abord les espèces qui sont retrouvées dans les différents archipels, qui donc représentent chacune un risque ciguatérique différent. Polynésiensis, qui est la plus toxique, représente un risque beaucoup plus élevé que les autres espèces. Ensuite, vous avez les espèces de poissons qui sont retrouvées comme étant les plus toxiques. Et donc, selon les habitudes alimentaires des populations de chacun des archipels, ça va jouer aussi sur ce risque. Puis après, il y a aussi un troisième point, c'est le fait qu'il y a ce risque, il est qualifié à partir des déclarations des gens qui fréquentent les infrastructures de santé. Or, on a des fois, selon les archipels, des taux de sous-déclaration qui sont phénoménaux, qui peuvent atteindre plus de 50%. Et donc, ça peut un peu biaiser aussi ces variabilités entre les archipels. Moi, si je peux te poser une petite question, Sébastien. Quand tu parles de compétition avec d'autres espèces et d'inhibition de croissance d'autres espèces par les ciguatoxines, tu sous-entends qu'elles sont excrétées des cellules? Excrétées lors de la mort cellulaire ou sinon ingérées par les poissons quand je parle de compétition, quand je parle de pression de prédation. Mais globalement, quand tu analyses la toxicité de tes cellules, tu récoltes seulement les cellules, pas le surnagent de culture. Non, je quantifie les ciguatoxines qui sont à l'intérieur des cellules, oui. D'accord. Et ça ne serait pas intéressant aussi de regarder ce qu'il y a dans le surnagent de culture? Je l'ai déjà regardé et on en retrouve très peu.
Donc ça serait des molécules qui seraient stockées dans les cellules et qui seraient libérées soit à la mort des cellules, vu qu'elles arrivent dans des stades assez élevés, qui sont à 21-30 jours, soit c'est un mécanisme de libération qui n'est stimulé que lorsqu'elles sont vraiment en situation de stress, ce qui n'est pas le cas quand je fais des cultures en laboratoire. D'accord, bon, c'est intéressant. Merci. Oui. Bonjour. Donc une petite question plus générale en fait. On voit que des pays justement jusqu'à maintenant indemnes de ciguatoxicité, enfin de poissons ciguatoxiques, sont de plus en plus touchés. Donc par rapport à nous, notre futur aussi, le futur du risque ciguatoxique en Polynésie française, quel il est par rapport à ce changement climatique, ce réchauffement, etc. Est-ce que on va s'attendre à une augmentation des risques aussi pour nous? Ben, c'est tout l'objectif de la suite de ma thèse. Une fois que j'aurai compris l'influence du pH et de la disponibilité en nutriments sur cette ciguatoxicité, je vais pouvoir conclure à est-ce que dans les 100 prochaines années, il faut s'attendre à une augmentation des intoxications de ciguatera, ou est-ce que les intoxications seront toujours aussi nombreuses mais plus violentes? C'est ça aussi toutes les questions qui vont survenir lors de cette deuxième et troisième année de thèse. Patienter. Je complète la question sur le futur. Est-ce qu'il y a une perspective éventuellement dans ta thèse, parce que tu es en deuxième année, sur la troisième année, une perspective aussi en termes de valorisation, puisqu'il y a quand même aussi, tu as abordé la question du ciguaprod et de la production de toxines, avec la question éventuellement de l'optimisation de la production de ces toxines qui valent très cher. C'est inclus dans le sujet? Oui, parce l'étude de tous ces facteurs va permettre de vraiment façonner quasiment comme on le souhaite le profil toxinique et de l'orienter vers les ciguatoxines les plus demandées par les laboratoires. Et si un jour cette demande change, on peut modifier ces paramètres pour essayer d'orienter la production des toxines vers les nouvelles toxines qui seront demandées. C'est vraiment tout ça. Bonjour, c'est très bien de valoriser les ressources locales, mais étant donné que c'est possible de cultiver les Gambierdiscus pour obtenir ces ciguatoxines, est-ce qu'il n'y a pas un risque de souffrir de concurrence régionale ou internationale avec la mise en place d'autres laboratoires qui produiraient ces ciguatoxines? Si, bien sûr, mais l'avantage que nous avons ici en Polynésie, c'est que le laboratoire de l'Institut Louis Malardé est quasiment l'un des seuls capables à cultiver cette Gambierdiscus polynesiensis, qui est vraiment la plus toxique et qui peut produire ces ciguatoxines en quantité suffisamment importante pour ensuite proposer des standards. Ça notamment du fait qu'on utilise l'eau de mer locale pour les cultures, ce qui n'est pas un stress pour la cellule et qui donc lui permet de produire pleinement ses métabolites. Merci. Merci. On a vu dans le temps une évolution au niveau de la ciguatera. Enfin, en tout cas, ce qu'on constatait, c'est qu'au départ, quand on parlait de poissons hautement ciguatériques, on parlait tout le temps de grands prédateurs, etc. Puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait des poissons comme les perroquets, qui n'étaient pas des prédateurs et qui étaient petit à petit touchés. Est-ce que l'étude que tu fais va permettre à un moment donné ou un autre de mieux comprendre ce phénomène-là? Parce qu'actuellement, on ne sait pas dire, il n'y a aucun poisson qui peut être complètement exclu de la ciguatera. Et est-ce que ces recherches sur les ciguatoxines là, pourraient permettre de comprendre ce phénomène? Elles vont contribuer à compléter toutes ces données relatives à la compréhension de ces phénomènes. Mais après, si on veut vraiment étudier comment ces ciguatoxines évoluent le long de la chaîne trophique, il faudrait nourrir des poissons avec des souches de Gambierdiscus qui présentent différents profils toxiniques et ensuite regarder comment ce profil évolue au fur et à mesure des échelons de la chaîne trophique. Et ça ne rentre pas dans le cadre de ma thèse. D'accord. Une dernière question, peut-être dans le public? Oui. Voilà. Question bonus. Donc tu as bien montré que
il y avait une différence de toxicité dans les différentes souches de Gambier discus polynesiensis qui étaient plus toxiques dans les australes par rapport aux gambiers et aux marquises. Et je voudrais savoir s'il n'y avait pas un éventuel effet de la durée de conservation des souches, en sachant que tu as montré un tableau comme quoi la souche des Tuamotu avait été collectée en 92 et celle des Australes bien plus récemment, donc 15 ans après. Est-ce qu'il n'y a pas cet effet de durée de la culture de la souche qui ferait qu'elle perdrait leur toxicité? En fait, j'ai peut-être fait une erreur dans mon propos, mais ce sont la souche des marquises et des gambiers qui s'avèrent les plus toxiques par rapport à toutes les autres. La souche des Tuamotu est la moins toxique. Et effectivement, cette souche des Tuamotu est également une des souches les plus anciennes du laboratoire. Elle a été effectivement isolée en 1992. Et donc cette baisse de toxicité pourrait également être liée à un vieillissement de cette souche au laboratoire. Donc c'est pour ça que ces travaux seraient intéressants à mener, mais avec d'autres souches qui proviennent de ces différents archipels, pour voir si c'est une tendance qui se confirme ou pas. Et pour ça, il faudrait qu'il n'y ait plus cet effet ancienneté de la souche du laboratoire.